Merci Jean-Denis, puis merci beaucoup aux organisateurs de me donner l'opportunité de présenter aujourd'hui effectivement les travaux de Marie, donc que je co-encadre avec Emmanuel Puydebas, qui fait partie de l'UMR, Mécanisme adaptatif des organismes aux communautés. Donc une petite photo de Marie pour que vous puissiez lui poser toutes les questions que vous souhaiteriez lui poser si elle était là, puisqu'elle est partie donc la semaine dernière sur le terrain pour 3 mois de mission. Elle entame donc sa dernière année de thèse et elle m'a laissé le soin de vous présenter son PowerPoint. Donc j'aurais pu vous en parler pendant 1 heure, 1 heure et demie, donc je vais essayer de raccourcir un peu parce que j'avais de nombreuses diapositives. Voilà, donc elle a beaucoup de choses à transmettre. Le contexte de l'étude se situe évidemment dans le cadre de la déforestation qui s'accentue, l'agriculture qui empiète sur le territoire forestier et l'augmentation de la densité de population dans les habitats où vivent les grands singes, ce qui implique un déclin très important de ces environnements propices à la survie des grands singes qui sont des espèces menacées et en particulier donc des chimpanzés dont on compte aujourd'hui entre 170 000 et 300 000 individus sauvages. Cette proximité spatiale accrue entre les humains et les chimpanzés a pour conséquence d'accroître les risques de transmission d'agents pathogènes et d'exacerber les conflits qui existent entre les hommes et les animaux sauvages, et en particulier donc entre les humains et les chimpanzés qui pillent les cultures des villageois. En termes de transmission d'agents pathogènes, en fait, on sait assez peu de choses des causes de mortalité des chimpanzés sauvages, mais les études de long terme menées à Gombe, en Tanzanie, sur le site où la pionnière des études sur les chimpanzés, Jane Goodall, a travaillé, montrent que pour 42 individus pour lesquels on a pu identifier la cause de mortalité, la plupart étaient des agents pathogènes d'origine humaine, en particulier des maladies respiratoires ou bien des virus type poliomyélite, etc. Dans le cadre des travaux de l'équipe, on travaille plus spécifiquement sur la transmission de parasites digestifs parce que les chimpanzés sauvages ne pouvant pas être anesthésiés et les contacts étant interdits avec eux, on a ce qu'ils veulent bien nous donner, c'est-à-dire des urines et des fécès. Donc un pathogène particulier nous intéresse, il s'agit d'Œsophagostomum, qui chez les humains touche des habitants du Togo et du Ghana et entraîne une mortalité importante avec des parasites qui s'enquistent dans la paroi de l'intestin. Et vous voyez en bas un cas chez un chimpanzé qui forme donc des espèces de gros nodules. Il peut y avoir un seul nodule qui occlut le transit digestif ou bien plusieurs nodules, mais ça aboutit très souvent à la mort chez les humains. Le pathogène en question est Œsophagostomum bifurcum. Chez les chimpanzés, le même genre est présent, mais jusqu'à présent n'avait été décrit qu'Œsophagostomum stéphanostomum. Il entraîne aussi de la mortalité dans les sanctuaires, mais chez les chimpanzés sauvages, a priori, l'ingurgitation de feuilles rugueuses permet l'abrasion et la sortie des parasites digestifs. Et donc, du coup, il n'y a pas de mortalité constatée qui soit vraiment attribuée à Œsophagostomum stéphanostomum chez les chimpanzés. Par contre, on a récemment mis en évidence l'existence d'Œsophagostomum bifurcum chez les chimpanzés d'Ouganda et on n'a aucune idée des conséquences sanitaires que ça peut avoir puisque jusqu'à présent, il n'était décrit que chez les humains, chez d'autres espèces de primates. Le conflit homme-animal a pour conséquence bien souvent la pose de pièges, même dans les endroits où les chimpanzés ne sont pas chassés pour la consommation de leur viande. Ils peuvent être les victimes indirectes de ces pièges et vous voyez sur les photos du haut un jeune chimpanzé qui a été piégé à 2 reprises et qui a donc perdu ses 2 pieds dans le parc national de Kibale. Donc ça entraîne des mutilations importantes, aussi bien aux pieds qu'aux mains. On s'interroge sur les stratégies compensatoires qui peuvent être mises en place par les chimpanzés pour survivre malgré ces mutilations. Il peut s'agir de compensations qui pourraient être anatomiques et fonctionnelles, mais aussi de compensations par prise en charge au sein du groupe social. Les données bibliographiques montrent que certains chimpanzés sont capables de techniques innovantes, comme par exemple un chimpanzé de Budongo qui utilise une liane pour se gratter alors qu'il a les membres supérieurs paralysés.
On a aussi observé que les congénères d'un individu piégé peuvent l'aider à retirer les câbles, et on a aussi vu des mères qui désactivent à l'aide de baguettes des pièges qui sont posés, évitant ainsi que leurs enfants soient pris au piège à ce moment-là. Par ailleurs, il a été observé des cas d'adoption de jeunes chimpanzés par des mâles adultes de la communauté, donc pas par des femelles, mais bien par des mâles. Donc il laisserait penser qu'il existe une sorte d'empathie, ou en tout cas d'intérêt envers des individus invalides ou souffrants. Alors, les objectifs de la thèse de Marie sont de définir le cadre des rencontres entre les humains et les chimpanzés, donc à quelle fréquence, où se produisent ces rencontres, et donc de les spatialiser. Dans un deuxième temps, de déterminer quels pouvaient être les risques sanitaires qui sont induits par ces rencontres. Est-ce qu'il y a effectivement possibilité d'agents pathogènes? Quels sont les risques de mutilation? Et enfin, donc, de déterminer si on peut observer des stratégies compensatoires que les chimpanzés mettraient en place, donc à la fois au niveau anatomique, fonctionnel, écologique, social ou démographique. Son travail est conduit dans le parc national de Kibale, qui se trouve à la frontière avec la République démocratique du Congo, dans une zone à l'extrême nord de ce parc, qui lui-même couvre 800 km². Donc la communauté de chimpanzés de Sebitoli vit sur un territoire d'environ 25 km², à l'extrême nord du parc. Et on a commencé l'habituation de ce groupe de chimpanzés il y a 5 ans. Alors, sur cette carte, vous voyez représenter le domaine vital, donc, qui se trouve ici des chimpanzés, et le contexte tout à fait particulier qui nous a fait choisir cette zone et sa forte anthropisation. Le parc est coupé d'est en ouest par une route nationale qui rejoint Kampala, qui se trouve ici à la République démocratique du Congo. Tout autour du parc, ici, on a des plantations de thé et des plantations d'eucalyptus avec des usines de thé, donc 3 usines autour de notre zone, donc une très forte densité de population, puisqu'on a environ 300 habitants au kilomètre² dans une zone tampon de 5 km, donc une très forte densité de population humaine. Étonnamment, dans cette zone, la densité de chimpanzés est très forte, et c'est bien pour ça qu'on s'interroge sur leur capacité de résilience à cette anthropisation et sur les facteurs qui leur permettent de survivre dans un habitat perturbé. Ça nous apparaît comme un modèle intéressant pour pouvoir, dans le futur, envisager la préservation de certains fragments de forêt qui pourraient se trouver dans des zones fortement anthropisées. Donc, pour répondre à ces questions, Marie a mobilisé de nombreuses disciplines. L'ethnoécologie, puisqu'en fait elle a suivi le master environnement, développement, territoire et société du muséum, où elle a mené des entretiens semi-directifs et a distribué donc aux villageois des calendriers participatifs en les interrogeant donc sur les occasions de rencontre des chimpanzés. La médecine vétérinaire, puisqu'elle est vétérinaire de formation et donc a pu réaliser de la parasitologie et aussi mieux décrire les mutilations grâce à l'aide d'Emmanuel. L'anatomie fonctionnelle, où donc avec Emmanuel, elles ont déterminé certains aspects du comportement des chimpanzés qui pourraient permettre de mettre en évidence des stratégies compensatoires, comme par exemple la façon dont les chimpanzés accèdent aux ressources alimentaires. Est-ce qu'ils choisissent, quand ils sont mutilés, des chemins différents? Est-ce qu'ils ont des postures particulières pour saisir ou des taux d'ingestion différents par rapport à des individus valides? Et puis elle a utilisé des données de long terme en écologie, comme par exemple les signes de présence de chimpanzés en fonction de la disponibilité en ressources sur des transects qui sont étudiés par notre équipe de terrain, qui compte une dizaine d'assistants de terrain. Et enfin, elle a utilisé des méthodes d'éthologie pour mieux comprendre l'effet des mutilations et les relations sociales qui sont mises en place par les chimpanzés, donc en étudiant les budgets d'activité,
en se disant que peut-être certaines activités étaient moins fréquentes chez les individus mutilés. Et puis, 2 choses particulières, donc les comportements à risque lors de la traversée de la route et la réponse des individus mutilés lorsqu'ils sont en cours de pillage des cultures des villageois. Alors voici les transects sur la carte qui sont répartis et donc elle a analysé les données correspondant les données de phénologie correspondant à l'observation de 409 arbres de 33 espèces entre mars 2012 et juillet 2013 et elle a donc mis en évidence que hors saison du maïs, effectivement, les chimpanzés sont plus présents là où on trouve une plus forte disponibilité en aliments sauvages, ce qui est plutôt rassurant. Donc, ils arrivent à trouver des aliments sauvages. Par contre, pendant la saison du maïs, étonnamment, on ne trouve pas de lien entre la disponibilité alimentaire sauvage et la présence des chimpanzés. Par contre, on les observe plus fréquemment dans les transects qui se trouvent à proximité des champs de maïs. Donc, confirmant a priori qu'ils se rapprochent des zones d'alimentation domestique. Les entretiens qu'elle a conduits auprès de 9 agriculteurs pendant 5 mois appartenant à 5 villages ont permis de décrire 24 épisodes de pillage. En fait, ce sont des pillages qui sont rapportés, mais les villageois ne voient pas directement les chimpanzés. La plupart des contacts sont indirects. Ce qu'ils retrouvent, ce sont des traces du passage avec des épis mangés. Les chimpanzés sont considérés comme peu fréquents. Il y a environ 2,5 chimpanzés par épisode, lorsque, malgré tout, les villageois peuvent estimer leur nombre. Et les villageois rapportent des pillages pendant les nuits de pleine lune. Donc je vais vous passer rapidement sur les méthodes utilisées, mais simplement pour vous montrer la diversité des méthodes que Marie a mises en œuvre pour répondre à ces questions. Donc à la fois des données de scan instantané sur le groupe toutes les 20 minutes, des observations continues sur un individu donné pendant 10 minutes pour déterminer les budgets d'activité, des analyses de vidéos pour les traversées de route et des analyses de clips vidéo de pièges caméra qu'on a posés à la bordure des champs. Donc ça, en fait, c'est moi qui l'ai fait, mais elle a participé à l'écriture de l'article. Et enfin, en anatomie fonctionnelle, donc des scans toutes les minutes pour décrire les postures et la façon dont les membres saisissent à la fois les aliments et les supports que sont les branches, des observations ad libitum pour voir les chemins préférés. Elle a décrit, mesuré, pesé les aliments consommés et elle répertorie les taux d'ingestion au cours d'une minute de consommation de certains aliments. Enfin, en parasitologie, elle a déjà analysé 326 échantillons de selles humaines et 228 échantillons de selles de chimpanzés, à la fois en microscopie et puis elle a fait de la biologie moléculaire afin de rechercher la présence d'œsophagostomum. Alors, l'analyse des vidéos a permis de mettre en évidence différents types de mutilations, par exemple des amputations de segments entiers de pieds ou de mains, des paralysies, des fractures de pieds, donc vous voyez ici, des amputations de doigts et des paralysies de doigts, ce qui au total montre que 30% pratiquement des individus étudiés ont des déformations qui peuvent être attribuées au piégeage. Les dessins ont été réalisés par Pauline Couchou, qui a été encadrée par Marie et qui va présenter donc les résultats de son travail au colloque de la SFDP, Société francophone de primatologie, en novembre. Donc, la plupart de ces cas peuvent vraiment être attribués au piégeage, même si des causes naturelles peuvent être envisagées.
Et on a aussi, dans 3 cas, des malformations qui pourraient être des malformations congénitales et qu'on ne peut pas attribuer de façon certaine au piégeage. Pourquoi? Parce que l'individu qui présente ces 2 doigts manquants a aussi une malformation faciale avec le nez aplati, comme 10% des individus de la zone, donc de Sébitolie, plus des patchs de décoloration, de dépigmentation des poils. Cette femelle a une fente labiale, donc un bec de lièvre, ce qui n'a jamais été décrit chez les chimpanzés sauvages jusqu'à présent, et elle présente une malformation de sa main, puisque vous voyez qu'elle a juste un auriculaire et un pouce. Et enfin, cet individu qui présente une amputation du pied, assez spéciale puisqu'elle est vraiment très arrondie, a la même dysplasie faciale que ce jeune chimpanzé, donc vraiment une absence de narine et une face concave. On a émis plusieurs hypothèses sur l'étiologie de ces malformations faciales, puisque dans la zone, la déforestation qui a eu lieu dans les années 70 a utilisé de l'agent orange. Par ailleurs, donc, les chimpanzés pillent les champs de maïs sur lesquels des intrants chimiques sont utilisés, dont du Roundup. Et enfin, le type de territoire qui est encerclé donc, par des humains et sans contact avec les chimpanzés sauvages peut laisser penser qu'il pourrait y avoir une baisse de diversité génétique, fait en plus amplifié par le fait que la route soit aussi une entrave à l'immigration des femelles adolescentes qui pourraient venir. Et enfin, on peut aussi imaginer qu'il y ait une pollution aux métaux lourds liée à la route. Ces résultats concernant la parasitologie ont été présentés au colloque international de primatologie cet été donc au Vietnam, dans une communication orale. Et Marie a déjà préparé un article qu'elle compte soumettre à PLOS Neglected Tropical Disease. Ces résultats montrent que les chimpanzés qui ont été étudiés n'ont pas de giardia, confirmé par 2 types de méthodes, à la fois microscopiques et des tests rapides, au contraire des humains qui présentent une faible occurrence de giardia, et en particulier chez des jeunes individus, donc 5 jeunes enfants qui se trouvent à proximité du parc. Concernant Oesophagostomum, elle a confirmé par biologie moléculaire et par microscopie la présence d'Oesophagostomum bifurcum chez les chimpanzés. Donc, je vous rappelle que c'était l'espèce qui avait été décrite chez les humains et qui entraîne la mortalité chez les humains. Et de façon très intéressante, elle a trouvé chez 2 agriculteurs, 2 villageois, donc à proximité du parc, Oesophagostomum stephanostomum. Donc même si la prévalence en nœuds de strongle chez les chimpanzés est beaucoup plus forte que celle chez les humains, il semble qu'il puisse y avoir une transmission de ces parasites digestifs, ceci tout particulièrement parce que les villageois mettent assez rarement de chaussures et du coup défèquent aussi dans leurs prés, ce qui est aussi le cas pour les chimpanzés quand ils viennent piller. Donc en fait, il y a très peu de rencontres directes et synchrones des chimpanzés, mais les humains et les chimpanzés utilisent des territoires communs qui sont les prés et les zones de forêt lorsque les villageois viennent poser des pièges. En ce qui concerne les stratégies compensatoires que les chimpanzés pourraient mettre en place, donc Marie a déjà présenté ses résultats sur les budgets d'activité et les conséquences que pourraient avoir les mutilations sur ces budgets d'activité. Donc, grâce à des analyses statistiques sur les données de long terme aussi, elle a mis en évidence une tendance, non significative pour le moment, que les chimpanzés mutilés auraient plus tendance à se reposer que les non mutilés, et donc confirmant par différentes analyses la diminution du temps de repos chez les mutilés.
Les analyses d'association entre les individus en sous-groupes, puisque je vous rappelle que les chimpanzés ont un système social de type fusion-fission, donc ils ne vivent pas en communauté cohésive, mais se dissocient en petits sous-groupes, montrent, ce sont les taches vertes, que les individus mutilés sont associés aux individus non mutilés, donc ils ne sont pas exclus de la communauté et font bien partie des sous-groupes. Par contre, il se trouve que les individus valides s'associent plus souvent et de façon significative. Ici sont les taux d'association d'individus non mutilés entre eux, qui s'associent plus souvent entre eux qu'avec des mutilés. Et enfin, dernier point, en ce qui concerne l'analyse des vidéos et des occurrences de traversées de route, on a donc essayé de définir sur la route des portions de route plus dangereuses que d'autres, parce qu'il y a des courbes importantes ou parce que le relief fait que les véhicules prennent de la vitesse. Et en fonction de ces facteurs de risque, on a essayé de déterminer si les chimpanzés avaient des comportements pour prévenir ces risques, et donc des comportements de vigilance accrue. Et Marie a soumis, donc avant de partir en mission, un article American Journal of Primatology. Donc simplement, on a estimé le trafic. Il y a environ une centaine de véhicules motorisés, incluant des énormes camions et des voitures qui vont jusqu'à 80 ou 100 km/h sur cette route. Et on a 6 espèces de primates qui ont été tuées, donc 17 individus, en 2 ans de suivi, sans en faire un suivi vraiment très régulier. Donc une route qui a un fort impact a priori et danger à traverser. Donc 90% des chimpanzés regardent à gauche et à droite avant de traverser, et dans 5 cas sur les 20 traversées qui ont été observées, les chimpanzés se mettent en bipédie avant de traverser. Donc en principe, je ne sais pas si ça marche. Ah, ça marchait tout à l'heure. Allez. Voilà. Vous les allez voir arriver. Donc voilà le type de données que l'on observe. Donc en tête, un mâle adulte qui se trouve être le mâle dominant de la communauté. Donc on a essayé d'analyser de façon à voir si les individus dominants et non mutilés avaient des comportements particuliers en termes de progression. Donc on voit ici qu'il s'arrête, qu'il regarde en arrière, et que là il y a un jeune individu qui hésite à traverser. Et donc sur l'analyse des 20 traversées qu'on a pu vraiment analyser correctement parce qu'on connaissait les individus, on arrivait à les identifier, les mâles adultes se trouvent en tête des sous-groupes dans 83% des traversées. Les groupes se fragmentent en petits groupes d'environ 2 individus par sous-groupe. Donc il y a vraiment une attente et un temps long, puisqu'ils mettent 8 minutes, environ 44 secondes à traverser. Et on observe significativement moins de mutilés dans les groupes qui traversent que dans les groupes que l'on observe en forêt habituellement. Donc voilà un petit tour d'horizon des premiers résultats de Marie. Ces prochaines étapes sont donc de finir le recueil des données d'éthologie et d'anatomie fonctionnelle, puis de les analyser. Et donc elle tenait à rappeler que grâce au financement et au soutien du LABEX, donc non seulement elle a ses 3 ans de financement de thèse, mais elle a pu réaliser 3 missions en Ouganda, totalisant pratiquement 9 mois de terrain, un colloque national, 2 colloques internationaux, réaliser des analyses de biologie moléculaire et s'équiper d'un ordinateur. En termes de valorisation des résultats, elle a déjà réalisé 3 communications orales, elle est co-auteure de 2 articles, a soumis un article en premier auteur, a déjà 3 articles en préparation, et concernant donc la diffusion de ces résultats, elle participe à un article pour la science, et ces résultats sont valorisés dans l'exposition qui se prépare et qui s'appellera « Sur la piste des grands singes » en février 2015. Voilà, et donc je m'associe à elle pour remercier le LABEX d'avoir permis de mettre en œuvre cette étude.
Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pardon, est-ce qu'on sait les pourcentages d'enfants, d'adultes et de femelles et mâles qui ont été mutilés ou... Oui, alors en fait, ce sont surtout les plus jeunes individus qui sont mutilés. Donc aujourd'hui, dans la communauté, comme ça fait que 5 ans qu'on les suit, évidemment, on a des individus qui sont adultes, mais qui ont dû être mutilés quand ils étaient beaucoup plus jeunes. En général, ce sont les jeunes, quand ils commencent à descendre du dos de leur mère et à se déplacer par eux-mêmes, et qui ne sont pas très attentifs à l'environnement parce qu'ils jouent, qui se font prendre au piège. Mais c'est vraiment difficile de les détecter, hein. Même nous on a du mal à les détecter. Par contre, depuis 2005, on n'a aucun depuis 2009 pardon, on n'a aucun nouvel individu qu'on a vu avec un piège. Quand on est arrivé, il y avait un individu qui avait un piège qui l'a gardé pendant 2 ans, qu'on n'a pas pu enlever. Voilà. Donc aujourd'hui, on doit avoir... Enfin, il y a autant de mâles que de femelles, ça c'est sûr. La grande majorité sont soit juvéniles, soit adolescents ou adultes. Mais on a la répartition, je pourrais vous la transmettre. Aussi une question de béotien. Est-ce que les individus mutilés vont participer à la génération future? Oui, alors sauf a priori, la femelle calebec de lièvre ne présente pas de cycle sexuel. Et on a 2 autres femelles dans la communauté qui n'ont jamais montré de gonflement sexuel et qui n'ont pas d'enfants. Donc a priori, il semble y avoir des impacts forts aussi. Alors on ne sait pas si c'est syndromique ou si c'est des choses distinctes. Par contre, alors on est aussi en train de faire les analyses de paternité, etc. avec l'équipe d'Evelyne Heyer. Mais a priori, les individus mutilés s'accouplent normalement et n'ont pas l'air d'être rejetés par les femelles. Voilà. Ça fait partie aussi des futures analyses que Marie souhaite poursuivre. Donc je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'effectivement, pour chaque doctorant et postdoc recruté par le LABEX, un crédit de 5 000 € par année qui est ouvert. Bon, c'est souvent pas suffisant, bien sûr, les UMR prennent en charge aussi le fonctionnement, mais disons que ça permet de fonctionner dans des conditions plutôt meilleures, malheureusement, que celles des allocataires qui n'ont pas cette chance. C'est une grosse différence et ça fait vraiment du bien, quoi. Donc on a complété, mais pas tant que ça, avec l'ANR et avec d'autres budgets. D'accord. Et puis, une autre remarque, alors sur les 2 présentations que nous venons d'entendre, je pense que c'est très emblématique de projets qui sont portés par un large nombre d'équipes, très interdisciplinaires. On voit là le nombre de compétences qu'elle avait déjà, Marie, mais qu'elle acquiert avec le soutien d'Emmanuel pour l'anatomie fonctionnelle, etc., etc., etc. Donc je pense, et puis tu parlais aussi d'Evelyne Heyer et du travail qui sera fait en génétique humaine, ou des primates. C'était le cas aussi pour Lise, où il y a effectivement un grand nombre d'équipes qui sont impliquées. Et effectivement, ça c'est, je pense, une bonne manière d'aider nos futurs chercheurs à avoir un spectre large, celui dont parlait Gilles Boeuf ce matin.